Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « ENFERMEZVOUS » et appeler la police vite. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. La baby-sitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982, Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après le téléphone retentit « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil, d'accord Hélène? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est que vous vouliez. Hélène raccroche brusquement, terrifiée par la voix qui lui dit « Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » La sonnerie retentit à nouveau, elle hurle dans le combiné « Laissez-moi. » Une voix familière la rassure « Hélène, c'est moi. Nous avons localisé l'appel. Il vient de ta maison. Sors immédiatement. » En panique, elle se précipite vers la porte, tremblante. Elle fait tomber la clé, la ramasse et se relève. Derrière elle, un bruit la fait sursauter, la porte en haut des escaliers s'ouvre. La lumière de la chambre des enfants éclaire la silhouette d'un homme. Hélène réussit enfin à ouvrir la porte et sort en courant. Dehors, des policiers l'attendent, armes au poing. Elle aperçoit l'homme, menotté, couvert de sang. Celui des 3 enfants Stuart. Nous sommes en 1997, la fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée, pyjama, avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée.
Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu l'histoire de Bloody Mary, Anna et ses amis décident de tenter l'expérience. Elles s'enferment dans la salle de bain et, devant le miroir, répètent 3 fois « Bloody Mary ». Soudain, l'une des filles pousse un cri perçant. La mère d'Anna, alertée, entre précipitamment dans la pièce. À la lumière, elle découvre une scène troublante, toutes les filles sont assises, terrifiées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo. Sur sa joue, de profondes griffures apparaissent, ensanglantées. Les marques semblent avoir été faites par des ongles. Cette nuit, Anna ne l'a jamais oubliée. Farmersburg, Indiana, 1987, Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien, pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit, et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver, et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance, le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang, les humains aussi peuvent lécher. Le crochet. Amherst, Massachusetts, 1973, ce soir, Thomas a un rendez-vous galant, et il sait exactement où conduire Melanie. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière, en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio, un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Melanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Melanie fait tout de suite comprendre à son « date » que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Melanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état, accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Région parisienne, 2015, après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. Poznań, Pologne, 1984, une mère emmène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état dont 2 doigts de la main sont levés.
Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit », juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouets. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. Une semaine se passe sans aucun problème, jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée, et, comme elle n'a pas trouvé de baby-sitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture, et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre, à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert, et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts de levée. J'ai trouvé cette histoire de la journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là, rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là à me fixer, mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume un lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant, mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue et très tendue. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifiée. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé, au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivée à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note, en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'il me la donne. Il n'y a pas de mots pour ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Une nuit dans la cabane. Alpes, France, 2018. François est un randonneur chevronné, aussi réservé une semaine de vacances dans les Alpes tout seul est pour lui le meilleur programme envisageable. Au milieu de cette semaine de l'été 2018, François a prévu une grosse journée de marche, peut-être trop grosse. Lorsqu'il commence à faire demi-tour à la moitié de son parcours, il réalise que le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Il accélère le pas en espérant arriver jusqu'à sa voiture avant le coucher du soleil. Mais malgré son allure de plus en plus soutenue, François se retrouve rapidement en pleine nuit alors qu'il est loin d'être arrivé, et pour ne rien arranger il ne reconnaît pas le chemin qu'il a pris au début. Il continue de marcher, mais ne retrouve toujours pas son chemin et bientôt il se rend à l'évidence. Il devra passer la nuit seul dans la montagne. Après quelques longues minutes de marche, il tombe par hasard sur une vieille cabane en bois, perdue au milieu de nulle part. Il toque à la porte mais personne ne répond, il décide alors de rentrer et trouve au milieu de cette petite bicoque carrée un lit pour une personne. François se dit qu'il peut utiliser le lit et que si le propriétaire vient à rentrer dans la nuit, il lui expliquera pourquoi il s'est permis de s'y installer. Il se couche et tente de s'endormir, mais les bruits de la forêt et la solitude l'empêchent de s'endormir facilement. Il regarde autour de lui et voit qu'il y a plusieurs tableaux sur les murs de la cabane, et ils représentent tous des visages assez effrayants de gens avec des sourires forcés, presque inhumains.
Tous ces visages semblent le regarder avec leur sourire glaçant, et François décide finalement de fermer les yeux et de ne plus se concentrer dessus pour réussir à s'endormir. Le lendemain matin, François se réveille dans la cabane et réalise avec effroi en ouvrant les yeux qu'il n'y a aucun tableau sur les murs mais seulement plusieurs fenêtres. Dans un petit village niché au pied des montagnes, la demeure abandonnée sur la colline avait toujours été source de rumeurs. Les anciens racontaient qu'à chaque nouvelle lune, d'étranges murmures venaient hanter ces murs. Clara, jeune journaliste, décidée à découvrir la vérité derrière ces histoires d'horreur, se rendit à la maison avec son micro et son audace. Elle était déterminée à passer la nuit et à enregistrer tous les sons inhabituels. Alors que le crépuscule enveloppait la demeure, les premiers murmures commencèrent. Des voix lointaines, presque inaudibles, mais clairement humaines. Elles semblaient raconter une histoire ancienne, un drame familial oublié. À minuit, dans la grande salle, le piano délabré commença à jouer seul une mélodie mélancolique. Clara, bien que terrifiée, s'approcha et découvrit une série de lettres cachées à l'intérieur. Elles étaient signées par Léonie, la cadette de la famille qui habitait autrefois la maison. Les lettres racontaient son amour interdit et son tragique destin, contrainte à rester à jamais dans cette maison hantée. Clara comprit alors que Léonie cherchait à communiquer, à partager son histoire d'horreur et à trouver la paix. Le matin venu, Clara quitta la demeure, décidée à écrire un article pour révéler au grand jour l'histoire tragique de Léonie. Finalement, dès la publication de son article, la demeure fut restaurée en l'honneur de Léonie, et les murmures cessèrent. La maison, autrefois hantée par une histoire d'amour tragique, renaissait grâce à la détermination d'une jeune journaliste.